Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous Yves Volodi Sourou, jeune acteur politique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur nos plateaux. Kadera Chirou, vous allez conduire l'entretien avec moi, avec l'invité. Nous allons faire le tour de l'actualité nationale. Tout à fait. Bonjour à vous, Nana Diwan, Yves Volodi Sourou. Bonjour. Bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Alors, Yves Volodi Sourou, vous êtes acteur politique. Vous avez suivi les événements qui ont émaillé le processus électoral qui a conduit à l'installation de la 8e législature. Cette législature qui a démarré ses activités depuis quelques jours. Alors, dites-nous de manière globale, quelle appréciation vous en faites? Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que nous avons fait une expérience inédite dans ce sens où le processus électoral a été conduit par deux nouvelles lois, la charte des partis politiques et le code électoral. Et ça a été vraiment des réformes ou une réforme contraignante parce que à l'arrivée, il n'y a que certains partis politiques qu'on aurait souhaité voir en lice n'ont pas été de la partie et que c'est ceux qui remplissent, qui ont pu avoir le certificat de conformité, qui ont été validés par la Sénat, qui sont allés aux élections. Et je voudrais d'abord saluer le peuple béninois parce que c'est vrai que ça et là, il y a eu des levées de temps, mais on constate que globalement, il y a quand même le calme dans le pays et les forces politiques qui n'ont pas pu être dans l'élection sont, pour certaines d'entre elles, prêtes à aller au dialogue avec le chef de l'État qui les a appelés récemment dans son discours. Et donc, pour moi, le challenge est grand pour les partis qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée. Je veux parler de l'Union progressiste et le Bloc républicain. Et dans un contexte où il y a beaucoup de partis auxquels le peuple était habitué, qu'on n'a pas vu dans le sprint, et que c'est vous, deux partis qui sont tassés d'être des partis proches du pouvoir, qui sont représentés, ils ont le devoir de voter des lois dans le sens de l'intérêt général pour prouver le contraire de ce que une certaine masse dit d'eux. Donc je pense que le défi des hommes de Louis Vlavonou est très grand. Nous les attendons, ils viennent d'être élus et c'est heureux de savoir que dans le monde entier, il y a des félicitations qui fusent de toutes parts, des délégations qui arrivent pour féliciter le Parlement béninois, la 8e législature qui vient d'être installée. Donc pour moi, il y a eu plus de peur que de mal. Et le reste est chez les députés pour nous aider vraiment à avoir le calme dans le pays à travers leur action, comment ils vont légiférer le long de ce mandat-là. Et les députés sont présidés, donc l'Assemblée nationale est présidée par Louis Vlavonou et tout se passe plutôt bien. Je pense qu'ils ont bien démarré, d'après vous. Comment ça. Oui, ils ont bien démarré parce que, comme je viens de le dire, et vous avez vu la reçue de partout, les parlements panafricains, il y a des délégations qui viennent saluer le président Vlavonou et encourager la législature qui vient d'être installée. Le défi est immense parce que le peuple attend les députés, il faut le dire, sur un certain nombre de lois où on estime qu'ils peuvent revenir sur ça. Un certain nombre de lois qui fâchent et tout. Donc si déjà ce Parlement peut commencer par là, retoiletter d'abord le code électoral à des partis politiques qui est une réforme vraiment contraignante, si on peut alléger un peu les choses, sans pour autant enlever un certain norme. Par exemple, on parle de quitus fiscal. Et cet instrument, on sait combien de fois, en tout cas la jeunesse, celle dont je me réclame, était contente de voir des gens déclarer devoir 50 millions, 100 millions, aller payer ça avant d'aller à une élection. Pour nous, c'était une fierté. Pour nous, c'était une fierté. Ça montre que s'il y a des gens qui ont eu les sous d'avoir de biens un peu partout dans le pays et qui veulent nous représenter et qui n'ont pas l'habitude de payer leurs impôts, alors mais nous, c'est à une bonne école, on va en politique de savoir qu'on leur dit viens payer tes impôts, chef, avant de pouvoir nous représenter. Donc, pour moi, on peut retoiletter ces lois-là, mais sans pour autant atteindre ces fondamentaux-là, qui sont quand même des symboles de bonne gouvernance et tout. Alors, que pensez-vous de la faible représentativité des femmes à l'Assemblée nationale? Encore cette fois-ci? Bon, la question revient souvent à moi. Finalement, c'est vrai que les députés de la législature finissante nous disaient qu'il faut voter des lois dans ce sens. Il faut voter des lois. Mais je me dis, avant les lois, même, il y a que les femmes doivent elles-mêmes incarner cet esprit-là, d'aller en politique. C'est vrai que les conditions sociologiques constituent des pesanteurs qui agissent sur elles, mais il faut qu'elles puissent oser. On en a au moins 7 là. On avait 6, il y a la suppléante de Minissa Kalafia qui s'est augmentée, ça fait 7 députés.
comme la législature finissante, elles étaient 7. Mais pour moi, ce sont les femmes qui doivent revoir leur engagement politique et essayer de transcender tout ce qu'il y a comme pesanteur au niveau social pour pouvoir se faire représenter dignement, en attendant qu'on puisse voir s'il peut y avoir des lois qui vont favoriser cet avènement. Alors, parlons de la composition de cette Assemblée nationale 8e législature. Des inquiétudes et des interrogations subsistent dans l'opinion. Une frange de l'opinion estime que cette Assemblée pose un problème de légitimité. Qu'avez-vous à répondre à cela? Non, pour moi, parce qu'ils estiment qu'une frange de la classe politique, en l'occurrence ceux de l'opposition, et comme vous l'avez dit dans votre speech tout à l'heure, des partis politiques comme le PRD qui venaient tout le temps aux élections n'ont pas pu compétir pour cette fois-ci, faute des critères qui ont été un peu plus ou moins corsés. Non, c'est déplorable de ne pas avoir certains partis traditionnels en lice. Le PRD, vous avez dit, d'autres partis, la SEB et tout. Mais de la légitimité du scrutin, je pense que ce débat, on ne devrait plus le faire. Étant donné que d'abord, en amont, on a suivi le processus et que certains partis n'ont pas pu remplir les critères pour avoir les certificats de conformité. On leur reprochait un certain nombre d'erreurs dans leur dossier qu'ils ont reconnues, mais le temps était parti, juridiquement parlant, pour qu'ils puissent venir corriger. Et voilà que les députés, leur mandat, constitutionnellement, on ne pouvait pas bouger sans toucher à notre loi fondamentale. Et le chef de l'État a renvoyé les députés au consensus, mais ils n'ont pas pu s'entendre. Dès qu'ils n'ont pas pu s'entendre, les partis qui étaient à jour sont allés aux élections. Légitimité, si des gens sont librement sortis pour aller voter et d'autres disent non, nous ne voulons pas sortir parce que nous suivons le mot d'ordre de notre parti politique qui nous dit de rester à la maison, je pense que le problème de légitimité ne se pose plus. Si les gens refusaient de voter, on les forçait à sortir, on peut comprendre. Mais certains sont sortis. C'est vrai, le pourcentage est faible, mais certains ont dit nous irons librement consentir notre vote. D'autres ont dit non, nous restons à la maison parce que peut-être notre leader nous a dit de rester. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce jeu-là, il y a eu beaucoup de chantages. Les gens sont parlés de maison en maison, même pour distribuer. Bon, on ne va pas tout dire ici. Pourquoi les gens restent à la maison? Dans ce contexte, on ne peut pas parler d'élections illégitimes parce que nulle part dans la Constitution, il n'est dit. En fonction du pourcentage, voilà, en fonction du pourcentage, on peut dire que non, cette élection est déclarée illégitime. Donc déjà, si le législateur n'a pas prévu ça, que quand on trouve 25%, 50%, ou bien 49%, c'est en deçà de 50%, il faut annuler. Le législateur n'a pas prévu ça, ce n'est pas nous maintenant, juste parce que pour faire plaisir à ceux qui n'ont pas voulu, qui ont demandé aux gens de rester à la maison, que l'élection est légitime. Je pense que de l'illégitimité, on ne peut pas parler pour cette élection-là. On peut déplorer qu'il n'y ait pas eu tous les partis en liste, voir les causes à ce problème-là et essayer peut-être avec cette législature de corriger pour qu'à l'avenir, on puisse avoir tout le monde déjà à partir des communales en liste. C'est l'idéal et c'est ce que nous souhaitons. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que la jeunesse a quand même raté un tout petit peu le coche parce qu'on aurait pu avoir un Parlement beaucoup plus jeune? Oui, c'est vrai. C'est le défi à relever. C'est vrai, c'était le défi à relever, ça reste toujours tel, mais il semble qu'il y a eu d'avancées, il y a eu plus de jeunes dans cette législature que celle finissante. On a eu quelques jeunes, le plus jeune doit avoir 33 ans actuellement, il y a eu beaucoup d'autres jeunes de la trentaine. C'est vrai que certains ont quitté comme le ministre Omeki et tout, mais il y a quand même des jeunes là. Mais ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça, mais j'estime qu'avec la charte des partis politiques, les jeunes maintenant pourront voir au chapitre parce qu'il ne s'agit plus, comme dans l'ancien système, d'un parti qui est pour un tel monsieur, on dit le parti de tel. Ce n'est plus ça. C'est un parti pour tout le monde. Et il y a des textes qui ont été rédigés au niveau du parti. Et au niveau de la direction de l'exécutif nationale, après tel temps, vous devez quitter et laisser la place aux choses. Il y a même des primaires que les gens organisent désormais au niveau des partis. Au niveau des partis créés aujourd'hui, avec les chartes des partis où on parle de rassemblement. Plus personne n'est un chef. Bien vrai qu'il y a un collège de présidents qui dirige les partis, mais ce n'est plus comme avant où c'est le parti de tel, c'est lui qui sort les moyens. Et je pense que les députés doivent aller loin pour cette législature pour voter la loi sur le financement des partis. Avec cette loi-là, quand il y a de l'argent pour le fonctionnement du parti, les jeunes n'auront plus de blocage. Parce que ce qui bloque les jeunes fondamentalement, c'est le manque de moyens. On n'a pas les moyens. On dit, on te met sur l'histoire, tu as l'argent pour faire campagne. Et quand ils entendent ça, ils se découragent. Mais aujourd'hui, s'il y a une loi qui finance ces partis, tant de l'opposition comme de la mouvance, et que ces moyens-là, ces sous-là sont disponibles au sein du parti pour animer la vie, je pense que les jeunes qui osent, qui ont quand même ce qu'il faut, le leadership nécessaire, ils vont s'imposer naturellement. Donc la loi sur le financement va régler le financement des partis va régler ce problème de l'engagement des jeunes. Alors, avec l'assentiment de Nadia Djimon, nous allons progresser dans cette émission. Nous avons les examens nationaux qui se poursuivent, des résultats sont en train de sortir. Nous avons ceux du brevet d'études du premier cycle qui sont sortis cette semaine. Vous avez suivi, comme tout Béninois, comme tout compatriote, ces résultats. Quelle appréciation vous en faites? Des délibérations plutôt, on a les grandes tendances. Quelle appréciation vous en faites des résultats des années précédentes? Oui, je pense que d'abord le BPC qui a quitté moins de 30% et pour aller à 50, un peu plus de 56% cette année, à peu près le double. Hein.
Et il faut d'abord dire que peut-être c'est dû au fait que nous n'avons pas connu les mouvements de débrayage cette année. Et c'est vrai que la réforme avait fâché les fonctionnaires de l'État. Ils sont dans leur droit. Le fait qu'on dise que désormais c'est 10 jours de grève par an, c'est peu et ils ne sont pas contents. Mais au-delà de tout, on voit les fruits. De 28% à 56%, mais il y a un grand pas, c'est le double. C'est le double. Et on voit le Borgou qui prend la tête pour une première fois, je dirais, une première fois, qui a pu supplanter le littoral et tout. Ça montre qu'il y a eu un vrai challenge. Les enfants sont allés à l'école tout le temps, il n'y a pas eu d'empêchement. Et les enseignants ont joué leur rôle. Je profite pour les saluer, leur patience et tout. Et aujourd'hui, on a ces résultats-là. Je pense que quelque chose a été fait déjà au niveau du gouvernement, le ministère de l'enseignement secondaire, les enseignants eux-mêmes et peut-être les parents d'élèves, sans oublier les élèves eux-mêmes. Donc, il est à souhaiter que les années à venir, on puisse garder cette taux-là au BPC, qu'on n'entende plus 20%, 28% à un examen en fonction d'un certain nombre de données. Je pense déjà que, comme la loi sur la grève a été déjà encadrée, ça va nous permettre d'avoir sur tous les plans santé et tout, un certain nombre d'avancées dans alors, Yves Volodis, vous pensez que sur le plan de l'éducation au Bénin, avec toutes les réformes qui ont été mises en place, vous avez l'impression qu'on évolue? Oui, tout n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et les conditions de travail et tout, les enseignants continuent d'en réclamer d'ailleurs, et même les conditions de travail pour les apprenants. Mais une avancée, on peut dire qu'il y a eu d'avancée. Parce que quand une année scolaire, c'est quoi? C'est qu'on met en place le nécessaire qu'il faut, ce dont les parents ont besoin et les enseignants ont besoin et les enfants pour travailler. Et d'abord, les subventions aux écoles, ils sentent que depuis que la rupture est là, et ils font l'effort de vite positionner ça pour que les écoles puissent avoir le matériel qu'il faut pour démarrer le travail. Et il y a eu, comme il le peut, des travaux de bachotage pour essayer de relever un peu le niveau des candidats à l'approche des examens. Et je pense que si on peut continuer sur cette lancée, tout en demandant au ministère de continuer à jouer son rôle, au gouvernement de continuer à jouer son rôle, qui est celui d'avoir une oreille attentive au niveau des acteurs du système, je pense que ça ne peut qu'aller. Récemment, on a vu qu'il y a eu le Conseil national de l'éducation qui a été mis en place avec ses membres qui ont été nommés et tout. Là encore, ils ont du boulot parce que c'est à eux de réfléchir sur ce qui doit être l'arsenal pour conduire à mieux le système éducatif béninois. Et donc, je pense qu'on peut dire pour le moment qu'on est sur la bonne voie. Donc finalement, on peut dire également que la réforme portant suppression du droit de grève ou encadrement du droit de grève était quand même nécessaire. C'était nécessaire, même si le débat doit continuer parce que les travailleurs disent que, bon voilà, 10 jours qu'on leur laisse, c'est trop peu, 3 jours par mois, pas trimestre, et 10 jours plus dans une année qu'ils ne sont pas d'accord. Donc avec les députés qui sont là, on verra s'ils vont revenir sur la loi ou pas. Mais quoi qu'on dise, ça a eu de retombées parce que 56% au BPC, quand on quitte 28%, c'est parce que d'abord, c'est une année sans grève. Et l'idéal, c'est d'avoir des années sans grève. Pourquoi les travailleurs refusent qu'on leur arrache ça? Ils se disent que parfois les gouvernants n'ont d'oreilles que lorsqu'ils ferment les salles de classe. Que c'est quand on ferme les salles de classe ou on ferme les centres de santé que les gouvernants écoutent. C'est l'impression que les travailleurs ont. C'est pourquoi ils disent cette arme-là, on doit la garder parce que c'est ça seul qui vous fait entendre raison. Mais le gouvernement en place dit non, nous allons recadrer ça. Les députés qui les soutiennent d'ailleurs ont dit on va recadrer ça. Mais soyez-en sûrs, le gouvernement nous a promis qu'il aura une oreille. Voilà, donc c'est l'oreille qu'on attend à travers l'ouverture de dialogue social au niveau du secteur, que ce soit au niveau du primaire, maternel, primaire, secondaire ou supérieur, pour voir vraiment la bonne foi du gouvernement quand vous encadrez et l'oreille que vous affichez vraiment à écouter les gens, à régler leurs problèmes, pour qu'ils ne disent pas « nous avons eu raison, sans la grève, vous ne faites rien ». Alors, comment vous appréciez la gestion du pays par le président Patrice Talon? Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse se retrouve quand même dans cette gestion? Je ne dirais pas non, parce que vous savez, la jeunesse, pour se retrouver dans une gestion, c'est d'abord comment on lui fait le terrain. Et pour faire le terrain aux jeunes, d'abord, la première chose, c'est de lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption et le gouvernement le fait bien. Récemment, c'est plus de 500 personnes qui ont eu leur nom rendu public parce que les IGM au niveau des différents ministères ont relevé des infractions, détournement de fonds et tout. Des gens même qui sont du pouvoir, qui sont venus avec le pouvoir, qui sont très proches du pouvoir, on a vu dans un document circuler. Moi, je salue ça. Parce que c'est ça aussi qu'il faut faire pour enseigner, pour éduquer la jeunesse, avant de la promouvoir. Et donc, pour moi, la bonne gouvernance, pouvoir promouvoir les jeunes, ça passe déjà par la lutte contre la corruption. Parce que si on met un jeune quelque part et on apprend que c'est lui qui détourne, ça ne fait pas plaisir. Alors, au-delà de ça, il y a au niveau du ministère de l'Emploi des Jeunes, des efforts qui sont faits par le ministre Kérékou et que j'apprécie très bien en termes d'accompagnement des jeunes qui entreprennent et tout, qu'on suit, et ceux qui ont des projets innovants, on les finance parce qu'aujourd'hui, ce serait se tromper que de dire que c'est la fonction publique qui peut continuer à essayer de
de consommer cette masse-là de diplômés que nous avons qui sortent chaque fois de nos universités. Donc, sur le plan de l'inclusion des jeunes dans la gouvernance, le FFPLA, je pense que tous les indicateurs qui sont en place nous permettent d'espérer que les jeunes auront leur place. Ils ont déjà leur place dans la machine. C'est un jeune qui est porte-parole du gouvernement et qui ne démérite pas le ministre Omeki. Et il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont nommés à différents postes. Je pense que le président Patrice Talon, il peut faire mieux et il doit savoir qu'il doit faire mieux parce que les 65% de 2016, ce sont les jeuns. Alors, en dehors du secteur de la jeunesse, de l'employabilité des jeunes ou de l'auto-emploi, il y a également le secteur énergétique. Par exemple, cette semaine, le Conseil des ministres a pris des mesures par rapport à cela. Dans le secteur de l'eau, il y a également des mesures. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce sont des secteurs, moi, dont je suis fier, principalement du travail qu'abattent les ministres Adambié et Oussou. L'énergie, récemment, on a mis en service la centrale de Maria Greta, les 2 turbines d'ailleurs. Et là encore, au dernier conseil des ministres, c'est-à-dire hier, on parlait de la construction de centrales solaires photovoltaïques dans Boïkon, Parakou, Nati Tengu et Djougou, je crois. Le tout doit faire 50 MW. Je pense que le gouvernement a une bonne politique en matière d'énergie parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers les énergies renouvelables. Et le gouvernement est en train de compenser avec sa décision d'hier au conseil des ministres de construire des centrales photovoltaïques. Et avant ça, la centrale de Maria Greta, qui par le passé, comme vous le saviez, a été vraiment un grand trou. On a investi des milliards, 45 milliards, et ce n'est pas sorti. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est là travail, ça fonctionne. Et progressivement, je pense qu'on va finir avec les coupures. Déjà que ça a diminué considérablement, si on veut être honnête, en comparaison avec le passé. Je pense que dans ce domaine, le gouvernement fait des prouesses et il doit continuer sur cette lancée. Dans le domaine de l'eau aussi, j'ai suivi la fois dernière que Dassa avait problème de l'eau depuis toutes ces décennies et que c'est récemment on a pu régler ce problème et que de l'eau de pompe passe à Dassa. Donc c'est vraiment une avancée. À Tchaourou, à Parakou, j'ai vu le ministre récemment sur plusieurs sites où il faisait le suivi en termes de projets d'adduction d'eau qu'on construisait dans tout le pays. Donc je pense que le problème de l'eau c'est la première denrée de vie pour l'homme. Et si ce problème est attaqué de cette façon, et qu'on puisse avoir une couverture qui commence par s'approcher de 100%, ce sont les populations, surtout des zones reculées, qui en seront vraiment joyeuses. Alors, que notez-vous dans le secteur agricole? Le secteur agricole, dans notre pays, c'est coton, maïs, ananas et tout. C'est coton, maïs, ananas. Coton, déjà, vous connaissez les chiffres. Le Bénin a supplanté le champion en titre, le Mali, qui était suivi du Burkina et tout. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le record en Afrique. Il faut maintenir ça. Et maintenant, moi, j'opte beaucoup plus pour la diversification agricole. Et il semble que dans le PAG, il est prévu de diversifier, de faire la promotion des secteurs ananas, anacarde, maïs et tout. Je pense que c'est une bonne politique et le gouvernement doit maintenir le cap. Alors, Yves Volodi Sourou, nous sommes également dans un pays où il y a également quelques petites tensions après les élections législatives. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour qu'on puisse véritablement amorcer le développement de notre pays? À l'heure actuelle, il ne faut plus pleurer sur le lait renversé. Le lait est déjà renversé, l'élection a déjà eu lieu. La seule chose, c'est le dialogue. Et je pense qu'il y a des personnes qui, de par le passé, ont brillamment joué ce rôle. Le clergé est là, et nous avons les têtes couronnées. Ce sont des entités très importantes et je suis fier que le clergé récemment, le chef de l'État même a été vers le clergé. Bien sûr. Voilà, il en a manifesté là, le désir d'être un modérateur du dialogue. Une fois encore, on se souvient encore de Monseigneur Isidore de Souza-Feu, Monseigneur Isidore de Souza-Paix à son âme. Et c'est une fierté de savoir que l'Église catholique est encore prête à s'investir et que même les autres confessions religieuses et tout, ils portent à cœur la paix pour notre pays. Et voilà. Et on ne peut pas être dans un pays qui est riche de tout ça, les têtes couronnes et les imams de notre pays, les catholiques qui sont là, les autres confessions religieuses et tout, qui sont prêtes à intégrer, à se mettre dans la danse pour que les deux parties puissent se parler et on va faire. Donc je pense que l'opposition, il y a un certain nombre de partis politiques qui ont donné son accord, qui ont donné leur accord pour aller au dialogue. Nous espérons que les autres qui traînent encore le pas puissent accepter cet appel et que les forces sociales se mettent au milieu. On va voir ce que ça va donner. Parce que ce n'est pas heureux de savoir qu'à Kadja, ça a pris un peu récemment, ça s'est calmé, et que déjà aussi à Tchaourou, depuis quelques jours, on entend qu'il y a des soulèvements là-bas et que les forces de l'ordre, il faut saluer aussi leur professionnalisme. On n'a pas cherché à tirer sur les manifestants et essayer de travailler à un retour au calme sans qu'il y ait de mort, d'hommes.
Donc, nous demandons au chef de l'État vraiment d'écouter le clergé, d'accepter et que le dialogue ait lieu, le dialogue auquel lui-même a appelé d'ailleurs les forces de l'opposition, et puis qu'on puisse vraiment retrouver le calme pour amorcer le développement du pays, parce qu'un pays comme le Bénin n'a pas intérêt à continuer dans une tension pendant que nous sommes en arrière sur bon nombre de plans. Alors, quel rôle devrait jouer la jeunesse pour le développement de notre pays, pour le retour également à la paix? Pour le retour à la paix, la jeunesse, c'est d'abord d'éviter déjà les comportements qui amplifient la crise. Et surtout sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes de chaque camp, on attaque avec des propos discutoires. Si j'ai un conseil aux jeunes de ma génération, c'est de vraiment essayer d'avoir de la retenue et de savoir quoi dire sur les réseaux sociaux, parce que ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont vecteurs vraiment d'amplification des troubles dans tous les pays. Dans tous les pays. Et quand vous lisez, c'est là on envoie des images de soulèvement et tout et autres. Je voudrais demander aux jeunes d'avoir de la retenue, parce qu'au-delà de tout, c'est nous qui sommes les perdants. C'est la jeunesse qui est perdante, parce que les aînés là, les leaders politiques, ils finissent toujours par se retrouver. On a déjà vu des gens dans ce pays se réunir, se dire, bon, on ne va plus se saluer, non, j'ai fini avec lui, non, tel est comme ça, tel est ceci, non, c'est un monsieur qui n'a pas... Mais aujourd'hui, on les voit manger ensemble. Donc après tout, ils savent se retrouver, mais c'est nous qui nous entre-déchirons et finalement, nous sommes les perdants. Donc la jeunesse doit avoir de la retenue face à la période que nous traversons. Alors si la politique peut-être a trait peut-être à un cinéma et autre chose, est-ce que vous croyez fermement ce dialogue? Est-ce qu'à l'issue de ce dialogue, on peut avoir, je dirais, un renouveau dans le pays? Oui, le dialogue, s'il est franc, je pense qu'il sera bénéfique pour le pays. Il faut qu'il y ait de la franchise de part et d'autre, de la concession. Le chef de l'État, à un moment donné, c'est vrai qu'on ne peut plus. Je ne pense pas qu'il soit possible de revenir sur l'élection, à moins qu'ils s'entendent pour le faire. Mais il y a un certain nombre de choses que l'opposition demande aussi, et il peut s'entendre sur ça. Par exemple, j'entends, il parle de retour des exilés. Laissez les exilés, ceux qui sont vraiment exilés, ils n'ont rien à se reprocher. Et c'est parmi eux, il y a des gens vraiment qui sont sans tâche et qui peuvent revenir, et qu'on peut concéder ça. Et s'il y a des gens, oui, qu'on peut dire, revenez, mais vous devez répondre de vos actes et tout. Je pense que tous ces débats-là seront faits à l'issue de ce dialogue. Et si de chaque côté on est franc, je pense qu'on peut sortir gagnant de ce dialogue et on aura le calme dans le pays. Maintenant, si chacun se voit la face, on dit oui, alors que c'est non, on se lève sur ça, c'est que ça va continuer. Et nous, ils sont au devant de l'histoire, et je pense qu'ils vont faire ce qui est important, ce qui est utile pour qu'on puisse finir cette crise-là. Donc le dialogue, pour moi, j'y crois, si chaque parti, si les différentes parties en jeu, ils vont avec de la franchise dans le sac. Un mot à l'endroit des populations béninoises ou de la jeunesse? Nous sommes presque à la fin de l'entretien. Oui, je crois que le Bénin de Biogera, de Kaba, de Béanzin est un Bénin qui a toujours étonné dans les périodes qui ont semblé être les plus sombres de l'histoire. Et on a toujours pu nous relever. Et une fois encore, on va tenir le pari de la consolidation, du renforcement de l'unité nationale pour faire face vraiment aux réels problèmes du Bénin qui sont lutter pour le développement et sur tous les plans. Merci à vous Yves Lodissourou, Kader Achirou, merci à vous. Je rappelle que notre invité du jour est un jeune acteur politique. C'est un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux d'émission. Avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité politique. Bonne fête des pères. Yves Lodissourou, bonne fête des pères à tous les Béninois et à toutes les communautés qui donc célèbrent les pères ce dimanche. Portez-vous bien. Au revoir et à dimanche prochain.